Dans un instant. En images et en commentaires, retour sur l'actualité du monde. La rédaction d'Arte vous propose son édition de nuit dans un instant. Mardi. Le 4 septembre, Arte vous dévoile le bas. Demain. La vie à la ferme, c'est épatant. Action, réflexion, action, réflexion. Et au son du clairon, attention. Tout le monde y met du sien. Les animaux de la ferme, demain à 19h sur Arte. Les talibans ont libéré les premiers otages sud-coréens détenus depuis 6 semaines. En contrepartie, le gouvernement sud-coréen a promis de retirer ses soldats d'Afghanistan. Fort trafic aujourd'hui sur la route menant à Ghazni dans le sud de l'Afghanistan. Les talibans ont d'abord libéré 3 femmes, puis 2 petits groupes de 5 et 4 otages. Les 12 Sud-Coréens ont été confiés à la Croix-Rouge. Ils ont passé 6 semaines aux mains des islamistes et parcouru de nombreux kilomètres. Les talibans avaient pris soin de séparer les missionnaires et de les déplacer dans les montagnes pour éviter d'être découverts. C'est la raison pour laquelle les otages sont libérés par petits groupes. D'après ce que nous savons, ils n'ont pas de problème de santé particulier. Nous continuons de déployer tous nos efforts pour que les autres otages soient relâchés rapidement. En Corée du Sud, la joie à l'annonce de la libération des otages s'est teintée de critiques. Certes, Séoul a accédé aux exigences des talibans de retirer son contingent et de ne plus envoyer de missionnaires, mais ces 2 mesures avaient été décidées avant la prise d'otages. Selon la presse et la population, Séoul a surtout créé un précédent en acceptant de négocier directement avec les terroristes. Je pense que le gouvernement sud-coréen a eu tort d'enfreindre les règles tacites de la communauté internationale en négociant avec des terroristes. Contrairement à l'Allemagne, par exemple, Berlin refuse toute négociation directe avec les talibans pour obtenir la libération d'un ingénieur détenu depuis le 18 juillet. Pour le moment, sa libération n'est pas prévue. Cette année, la production d'opium a atteint des niveaux records effrayants en Afghanistan. Le pays fournit 93% de l'héroïne mondiale. C'est de cette drogue que les talibans tireraient leurs revenus. La région montagneuse de Tora Bora entre l'Afghanistan et le Pakistan, un paradis pour trafiquants de drogue. Avec des moyens dérisoires, ces hommes transforment le pavot, l'opium, en morphine base, puis en héroïne. Cette région de non-droit pourrait compter plusieurs dizaines de ces laboratoires. Le jus brun peu ragoûtant rapportera des millions de dollars aux barons de la drogue. Les hommes qui travaillent ici gagnent, eux, à peine 3 à 4 euros par jour. Mais c'est toujours 10 fois plus qu'un ouvrier agricole. En Afghanistan, 1 habitant sur 10 vit du trafic de drogue. Dans ce pays ravagé par les guerres, la culture du pavot représente une source de revenus sûre. L'opium représente un vrai fléau pour l'Afghanistan. Selon nos observations publiées cette année, la surface consacrée aux cultures de pavot a augmenté de 70% pour atteindre 193 000 hectares. Des chiffres qui se passent de commentaires. De 4100 tonnes d'opium en 2005, la production est passée à 6100 tonnes en 2006 et à 8200 tonnes cette année. Les combats entre talibans et les troupes sous contrôle américain compliquent la lutte contre la culture du pavot. C'est pourtant ce même trafic de drogue qui finance la guerre des talibans avec le trafic des armes. Les talibans disent aux paysans de ces vallées « Nous protégerons vos cultures. Nous protégerons votre pavot si vous rejoignez nos rangs. » Pour les trafiquants, ces laboratoires mobiles restent donc un investissement lucratif. D'autant plus que la corruption dans l'administration afghane ne facilite pas la lutte contre le commerce de l'opium.
Alors que les incendies commencent à être maîtrisés en Grèce, les pouvoirs publics sont montrés du doigt pour leur immobilisme. La catastrophe risque de peser lourd dans le prochain scrutin législatif prévu dans 2 semaines. Dans le calme, vêtues de noir, 10 000 personnes se sont rassemblées ce soir sur la place centrale d'Athènes. Une manifestation organisée en mémoire des 63 victimes qui ont péri dans les violents incendies qui ravagent depuis vendredi le pays. Mais aussi pour marquer leur soutien à tous ceux qui continuent à lutter contre les flammes. Je suis vraiment très triste pour tous ceux qui sont morts. Je pleure pour les forêts, pour les gens. Le gouvernement n'a pas été capable de nous protéger. Sur le front des incendies, les pompiers ont continué à lutter contre les flammes. Dans le Péloponnèse, les foyers ont perdu de leur intensité, mais tous ne sont pas encore maîtrisés. Plus de 180 000 hectares sont déjà partis en fumée. Pendant 5 jours, ça a brûlé tout le temps, 5 jours entiers. Tout est fini, le village est détruit. C'est toute la province qui a été rayée de la carte. Au fur et à mesure que les Grecs découvrent l'ampleur des dégâts, les critiques à l'égard des pouvoirs publics se multiplient. Ce soir, sur la place centrale, les manifestants ont fait entendre leur colère. Manque de réactivité, mauvaise organisation des secours, autant de reproches qui risquent de coûter cher au Premier ministre conservateur qui joue sa réélection. Dans 2 semaines, se tiennent en Grèce des législatives anticipées. Depuis sa prise de pouvoir par la force, le Hamas impose sa loi à Gaza. Cette reprise en main par le parti radical islamiste inquiète un grand nombre de Palestiniens. Le Hamas ouvre volontiers à la presse les portes des prisons de Gaza. Elles sont pourtant vétustes et surpeuplées. Mais les islamistes veulent montrer qu'il y règne une atmosphère nouvelle. Dans les cellules, les détenus étudient le Coran. Dans la journée, des cours de religion sont organisés. Cet enseignant révèle la meilleure méthode pour apprendre par cœur des versets. Ses conseils sont écoutés attentivement, car chaque prisonnier qui récitera de mémoire 5 pages du Coran bénéficiera d'1 année de remise de peine. Ce sont des religieux, des bons musulmans. Je suis donc certain qu'ils vont tenir leur parole et me libérer bientôt. Mais de toute façon, ce n'est pas pour leur faire plaisir que j'étudie le Coran. C'est pour moi, pour servir Dieu. Dans le quartier des femmes, les détenus sont priés de se voiler intégralement à l'approche de notre caméra. Le Hamas affirme que l'enseignement du Coran en prison participe d'une politique globale qui vise à restaurer l'ordre et la morale islamique à Gaza. Quand le Hamas est arrivé au pouvoir, il a fermé les bars qui ouvraient la nuit et tous les autres lieux de débauche. C'est très bien ainsi. On est très satisfait. Comme la prison, la plage sert de vitrine au Hamas, qui veut montrer au monde que la vie continue, que l'on sait aussi s'amuser à Gaza. Bien sûr, seuls les hommes et les enfants ont le droit de se mettre en maillot, mais c'était déjà le cas du temps du Fatah. Le Hamas critique tout le temps le Fatah, mais il ne fait pas mieux. Ce sont des voleurs. Les gens du Fatah aussi étaient des voleurs, mais au moins avec eux, les frontières étaient ouvertes. Aujourd'hui, on est complètement enfermés. On s'enfonce dans un trou dont on ne voit pas le fond. Ils sont encore nombreux à Gaza à oser ainsi critiquer publiquement le Hamas. Mais ces dernières semaines, les atteintes à la liberté d'expression se sont multipliées. Ils filment les gens qui participent à des manifestations contre le Hamas. Ensuite, ils les identifient et ils viennent les arrêter chez eux pendant la nuit. On ne se sent vraiment pas libre. Le Hamas a fait preuve d'une telle sauvagerie quand il a pris le contrôle de Gaza que quelque chose s'est cassé dans notre société. Les gens ont peur, ils n'ont plus confiance dans nos institutions. Le Hamas se vante souvent d'avoir ramené la sécurité à Gaza. Mais chacun ici, quel que soit son camp, est conscient de la fragilité de cette accalmie. Et maintenant, d'autres nouvelles du monde. Kerbala, la ville sainte des chiites, est sous couvre-feu. Le pèlerinage célébrant la naissance du dernier imam a fini dans un bain de sang. Les affrontements entre miliciens et policiers ont fait 52 morts et plus de 300 blessés. Le chef radical Muqtada Sadr a déclaré qu'il n'était pour rien dans ces émeutes et a décrété une suspension de 6 mois des attaques contre les Américains. Grève des gardiens de prison en Grande-Bretagne. Des milliers de surveillants qui n'ont pas le droit de grève ont bravé l'interdiction en cessant le travail pendant 24 heures. Les grévistes réclament des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail.
Le surpeuplement des prisons britanniques rend la tâche des gardiens de plus en plus difficile. Le gouvernement a dénoncé une action illégale. Malgré la répression, les manifestations continuent au Myanmar, ex-Birmanie. Dans la capitale Rangoon, des hommes et des femmes mobilisent au péril de leur vie la population pour protester contre les augmentations exorbitantes des prix du gaz et du fioul. La junte militaire au pouvoir ne supporte pas ce genre de protestation et tente par tous les moyens de mater la révolte. Cette année, la Mostra de Venise met les petits plats dans les grands. Avec des strass et des paillettes et une armada de films américains, le festival promet de fêter dignement ses 75 ans. Une 64e Mostra, mais aussi et surtout un 75e anniversaire du Festival de Venise. Le Lido adore les chiffres ronds et des anniversaires. L'affiche de cette édition 2007 est excitante. C'est du moins le message qu'entend faire passer le directeur du festival, Marco Müller. L'important, c'est d'aimer. Passion, excitation, avec un aspect furieux parce qu'il fallait évidemment répondre aussi à toutes les sollicitations qui nous arrivaient des cinéastes. On s'est mis à l'écoute des cinéastes comme chaque année et le résultat, vous allez le découvrir à partir d'aujourd'hui. La Lagune, en tout cas, a déjà un air d'Hollywood. La moitié des 23 films en compétition est d'origine anglo-saxonne. Ang Lee, Wes Anderson ou encore Brian De Palma, pour ne citer que. À côté, 3 films italiens, 2 français et aucun allemand. Côté glamour, là encore, le tapis qui va être déroulé sera d'un rouge très couché de soleil californien. George Clooney, Brad Pitt et Charlize Theron en tête. Bref, le lion cette année risque fort de rugir en américain. J'appartiens à un groupe de fabricants de festivals qui ont toujours pensé, qui ont toujours considéré que le cinéma était un continent sans contrôle de passeport. Je ne considère pas le cinéma américain comme expression d'un seul mode de production. Heureusement, il y a beaucoup d'interstices secrets dans le cinéma américain qui permettent aux pratiques de cinéma qui nous viennent de cette partie-là du monde, parfois d'oser des hauteurs de créativité, d'originalité. Pour trouver un lion d'or à la hauteur de cette ambition, Marco Müller a cette année souhaité un jury uniquement composé de réalisateurs. Jean Guillemot comme président, assisté entre autres de la française Catherine Breillat et du néerlandais Paul Verhoeven. Je pense qu'il est plus facile d'être dans le jury que de réaliser un film. En fait, je pense que si vous êtes capable de faire un film, vous vous êtes déjà entraîné à donner votre avis sur le travail des autres. Le travail des autres, ce sera dès ce soir au jury de le juger avec le premier film de la compétition, Atonement, du Britannique Joe Wright. 22 autres films sont attendus et beaucoup de belles promesses. Courez-y, c'est le magazine Court-Circuit avec parmi son choix de court-métrage, L'Impasse, un film israélien. Mardi. Le 4 septembre, Arte vous dévoile le bas. Demain. Voici Jet Li, le nouveau Bruce Lee. Un mental d'acier et une technique imparable. La nouvelle fureur de vaincre, demain à 20h40 dans Théma. Court-circuit, court-métrage. Court-circuit, le magazine du court-métrage numéro 342. Aujourd'hui, le film israélien Impasse. À l'occasion de la documenta de Kassel, nous ferons le point sur la problématique court-métrage entre œuvres d'art et films de cinéma.
Le film allemand Chambre double. Un portrait de Mark Lewis, auteur du film Rush Hour. La Documenta en diffuse actuellement un extrait dans les salles de cinéma. Et enfin, le film français Le Remords. Installez-vous confortablement. Iran, l'Israélien et Ali, le Palestinien, sont amis. Ensemble, ils partent à travers une zone frontalière israélienne interdite pour un road movie qui mettra leur amitié à rude épreuve.